La parole est donnée à la diaspora chaque samedi sur la même antenne avec le même plaisir. Moïse Agbengan, c'est moi et c'est mon nom. Nous allons discuter aujourd'hui des thématiques qui vous intéressent. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très honorés de la présence et de la collaboration. Donc, de nos invités de ce jour, monsieur Alès Mikafou, analyste politique en studio avec nous. Bonjour. Bonjour Moïse, bonjour au frère Yemi, bonjour la galaxie panafricaine. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, monsieur de Souza Yemi, qu'on reçoit par Duplessis, vous êtes chercheur en économie et en géostratégie. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Moïse, je vais bien. Bonjour, monsieur Alès. Ça fait plaisir. Avec vous, nous allons disséquer les deux thématiques de ce jour et bien entendu, nous irons pour entamer donc cette première partie de notre émission au Sénégal pour parler donc de la collaboration, de la visite donc de Diomaye Faye, le président sénégalais, dans les pays donc de l'AES, Alliance nationale des États du Sahel. Il a encore rencontré donc il a rencontré tout au long donc, de la semaine monsieur Ibrahim Traoré, donc Mamadou Doumbouya, si je me permets de le dire, c'est pas Mamadou mais celui du Mali, Assimi Goïta, et bien entendu nous allons avoir vos impressions à chaud. Monsieur de Souza Yemi, on va encore tester votre micro pour voir comment est-ce que ça travaille. Pour faire cette première question, dites-nous quelles sont vos premières impressions sur ces rencontres avec les présidents de transition. Au fait, pas grand-chose, hein. Moi, je pense que, au fait, il avait reçu mission. Vous allez remarquer qu'il a fait le tour des chefs d'État, je vais dire les non-militaires d'abord, et puis finalement, il a commencé avec les chefs d'État militaires en quelque sorte. Donc, il avait une mission, c'est de peut-être convaincre les chefs d'État des pays de l'AES de revenir à la CEDEAO, dans la CEDEAO, il me semble. Hein. Mais comme il a reçu une réponse négative, lui-même, il a dépassé les choses pour dire, voilà, au fond, il n'est pas l'émissaire de la CEDEAO, il me semble. Hein. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, parce que je ne comprends pas comment est-ce que il n'a pas été au Mali tout de suite, mais il va faire le tour de Côte d'Ivoire, tout ça là, avant d'aller au Mali. Ça n'a pas de sens pour moi. S'il a pu aller en Mauritanie et en Gambie tout de suite, je pense qu'il devait aller au Mali d'abord avant d'aller en Côte d'Ivoire. C'est votre impression, monsieur de Souza Yemi, et vous, monsieur Alès Mikafou? Moïse, au début, il faut d'abord se questionner, à savoir, qu'est-ce qui a été la motivation du choix des deux pays principaux comme la Mauritanie et la Côte d'Ivoire? Pourquoi Diomaye Faye a-t-il choisi ces deux pays au prime abord? C'est à cette curiosité qu'il faut chercher à répondre. Et il faut constater que les politiciens n'ont toujours pas la parole juste. Pourquoi? Et ce qu'ils disent est souvent en déphasage avec leurs actions. Lorsque M. Diomaye Faye menait sa campagne électorale, il nous fit saliver, il nous fit rêver, il nous fit croire qu'il faut vraiment la rupture. Et c'est des discours qu'il tenait à travers précisément Ousmane Sonko du PASTEF qui véhiculait cette intention qu'il faut la rupture. Une fois au pouvoir, et M. Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne peuvent pas nous faire savoir qu'ils ne sont pas en collaboration étroite. La visite de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire et en Mauritanie, je pense que c'est une décision bien mûrie par le duo. Donc ce qui fausse à la base leur intention. Ils auraient dû avoir le courage, négocier, discuter avec la hiérarchie invisible, je veux faire savoir précisément, et le renseignement sénégalais. Avoir des réunions d'urgence, prendre son courage, visiter les pays de l'AES. Là, cela serait vraiment compatible avec leur discours avant la présidence. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même réussi à créer un climat de méfiance entre eux.
et les pays de l'AES. Et faisons le constat selon lequel Diomaye Faye il ne s'est pas rendu au Niger. Pourquoi s'est-il pas rendu au Niger? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, nous ne le savons pas. L'avenir nous le dira. Chers amis téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 119. Vous pouvez nous appeler sur appel WhatsApp ou via numéro direct si vous êtes donc à la diaspora. Ça fait plaisir de vous savoir nombreux sur notre chaîne YouTube. Allons-y et partageons les bonnes informations et posons les belles questions pour élucider donc la lanterne de toute la diaspora. Alors, en ce moment, c'est vrai que il n'a pas encore visité le Niger, mais est-ce que c'est pas un plan, puisque pour chaque président, il faut toujours un plan pour visiter des pays et autres. Alors, dites-nous, monsieur de Souza, qu'en est-il donc des relations aujourd'hui, vu que monsieur Alès disait donc qu'il a visité d'autres pays avant les pays de l'AES? Enfin, c'est ça, en fait. Si effectivement il prenait la rupture, il devait montrer à la jeunesse africaine que la rupture qui est du côté des pays de l'AES aujourd'hui, ce sont ces pays qui devaient en principe visiter. Ils devaient visiter ces pays et en tout cas écouter les préoccupations de ces pays-là et aller reporter ça maintenant à ceux qui sont dans la continuité du système néocolonial. Je rappelle aussi que Sonko lui-même, parce que c'est lui, je sais, Sonko, c'est quelqu'un qui fait les yeux doux à l'Union européenne. Ce sont des gens qui croient toujours que on peut faire quelque chose avec l'Union européenne, qu'on a besoin de leur aide. Et je continue, par exemple, pour donner notre exemple, c'est que le ministre de l'économie du Sénégal, c'est quelqu'un qui avait fait la Banque mondiale, qui a fait 15 ans la Banque mondiale. Avant même qu'il n'accède au pouvoir, il disait déjà que le Sénégal doit avoir au moins sa monnaie nationale pour compléter le franc CFA. Il évoquait clairement l'idée et il dénonçait les pratiques de la Banque mondiale en Afrique. Mais je viens d'apprendre aussi que la Banque mondiale a fait un prêt au Sénégal de ce gouvernement-là. Donc, il y a une certaine forme d'incohérence. Mais j'ai aussi entendu M. Alès dire que les hommes politiques, en tout cas, ne disent pas la vérité ou bien ne tiennent pas le langage de vérité. Je ne suis pas du tout d'accord. Ceux qui le font sont de mauvaise foi. Moi, je suis un homme politique engagé. Moi, je tiens un langage de vérité. Et je dis, par exemple, que si demain, dans mon pays, le Togo, nos frères militaires venaient à prendre le pouvoir avec le peuple, et qu'on ne me sollicite pas pour exercer le pouvoir politique, mais pour être conseiller, parce que c'est tout ce que je souhaite être. Pour être conseiller, je peserai de mon pouvoir pour que, dans les 3 mois qui vont suivre la prise du pouvoir par l'armée et le peuple, on puisse mettre fin au franc CFA. Et parce que j'ai un plan qui est là, on puisse mettre fin au franc CFA, on puisse financer le budget de fonctionnement de l'État par la création monétaire, afin d'éradiquer la pauvreté et les sous-financements, tout ça là. Donc, bref, ça, c'est du concret. Donc, j'ai pas vu ça du côté du Sénégal. Je rappelle aussi qu'il y a un conseil de Sonko, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, elle vit au Canada. J'ai régulièrement discuté avec elle sur les questions monétaires, économiques, politiques, tout ça. Et j'ai remarqué que ce sont des gens qui, au fond, le changement qu'ils prônent, ce n'est pas aussi radical que ça, c'est pas aussi systémique que ça. Ce sont des changements je ne vais pas dire de pacotille, mais assez superficiels quand même. Mais le temps jugera. Je vais pas trop les critiquer. Je vais laisser le temps au temps pour que le temps nous dise ce qu'ils ont vraiment à proposer. Selon un politicien, il y a ce que les gens disent et ce que les gens font. Dites-nous concrètement, est-ce qu'ils font le contraire de ce qu'ils ont comme en tant que panafricanistes, monsieur Alès Pikafo? Merci Moïse. Et par rapport à ce sujet, il faut faire le constat selon lequel forcément nous avons besoin d'une nuance. Puisque les politiciens majoritairement, c'est des gens qui savent manier la langue pour manipuler l'opinion publique. Mais heureusement que l'opinion élitiste, la petite élite, n'est pas manipulée, à moins que cette élite aussi avance la mauvaise foi, précisément le cynisme. Et la politique, même Moïse, c'est l'art de la duplicité. Mais il faut que cela soit une duplicité objective.
Parce qu'il y a dans la politique ce que nous appelons, ce qui est communément appelé par les sciences juridiques ou les sciences politiques, la réelle politique. Certaines personnes, certains analystes, certains observateurs peuvent dire qu'aujourd'hui, le cas d'espèce du Sénégal, c'est la réelle politique qui s'impose, mais ce n'est pas vrai. Du moment où Ousmane Sonko, moi je l'ai connu au Parlement sénégalais à l'époque, à travers un célèbre discours qu'il a tenu, au terme duquel il faut que la France lève son cou, lève son genou sur le cou du Sénégal, de l'Afrique. Un parlementaire africain qui a ce genre de discours, c'est quelqu'un vraiment qui prône la rupture, d'où il a vraiment réussi à aspirer la jeunesse en sa faveur. Mais aujourd'hui, il faut que ce duo parvienne à prouver, à faire ce qui est attendu d'eux. Parce que s'ils commettent l'erreur de ne pas joindre leur acte aux paroles qu'ils avaient tenues, je ne veux pas penser à ça, mais précisément, M. Diomaye Faye risque de ne pas finir son mandat. Les 5 années qui lui seront attribuées, il risque de ne pas les finir s'il continue dans cette logique. C'est l'analyse donc de monsieur Alex Mikafou. Alors monsieur Yemi de Souza, quand on met un peu plus de la pression sur notre accélérateur aujourd'hui, on peut dire que n'est-ce pas donc une manière de juger plutôt donc monsieur le président sénégalais Diomaye Faye, sinon le duo gouvernant donc le peuple sénégalais? Parce que je n'ai pas saisi vraiment la tournure de la question. Je vous posais la question de savoir si c'est pas trop tôt donc de juger de cette manière donc le Premier ministre, sinon le président Diomaye Faye. Justement, on peut porter des critiques pour leur début, mais encore une fois, comme M. Alès aussi l'a dit, je suis un peu prudent, je ne veux pas les critiquer tout simplement parce que leur début ne semble pas être conforme à ce qu'ils nous avaient promis. Mais au même moment, il faut quand même leur porter des critiques. Il faut leur porter des critiques. Moi, je remarque que le monsieur Niamsi avait porté des critiques et j'ai remarqué qu'ils ont commencé par corriger ça, par exemple. Ils ont commencé par corriger. Donc, il faut leur porter des critiques tout en leur laissant la possibilité d'améliorer, en tout cas, de faire autrement, quoi. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV et c'est le bon moment pour nous appeler, donner vos points de vue. On voit toute la communauté sénégalaise qui nous suit en ce moment sur les ondes d'AfroWeb TV. Alors, nous discutons donc des relations aujourd'hui avec le Sénégal et l'AES. Est-ce que cela pourra avoir des conséquences néfastes, puisque d'autres analystes disent également que si c'était que le président Diomaye Faye avait fait un bon programme, il aurait pu passer la nuit au Burkina avant d'aller au Mali. Réaction, monsieur Alex. Moïse, et son départ précipité du Burkina, à mon avis, là n'est pas le problème. Le problème est relatif au discours que M. Diomaye Faye a eu à tenir en Côte d'Ivoire. C'est sur ce discours que moi, je le critique. La critique est portée là. Pourquoi, Moïse? Le régime ivoirien, nous connaissons tout son début. Et tout récemment, juridiquement, il est clair que M. Ouattara n'est pas l'incarnateur, sinon quelqu'un qui prône pour la supposée démocratie. Mais si même ce mot, nous ne voulions plus le prononcer, parce que M. Ouattara, juridiquement, peut le démontrer, il est dans un mandat anticonstitutionnel. Et c'est le troisième. Et tout récemment, malheureusement, il vient d'être annoncé pour un 4e mandat. Un tel monsieur comme ça, tu ne peux pas oser aller l'adouber avec un tel discours. C'est pour cela, M. Diomaye Faye, cette erreur stratégique qu'il a commise sera retenue contre lui durant toute
sa présidence. Est-ce que c'est une erreur qu'il a commise? Sinon, c'est des présidents, Moïse, toujours des équipes qui font leur programme. C'est une erreur de communication parce que M. Ouattara, même tout récemment, j'ai revisité une vidéo de M. Guillaume Soro qui disait que c'est sous une réunion de l'Union africaine avec la supposée communauté internationale que M. Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire. Cette vidéo existe. Et non seulement, non loin de là, comme on le répétait, on l'a toujours répété même fois ici, le Conseil constitutionnel a désavoué Ouattara et l'a reconnu. Moïse, ce sont ces genres de pratiques qui font que le droit africain paraît comme un sous-droit. Personne ne nous respecte du moment où tout le monde sait que ce que vous êtes en train de fabriquer, ce que vous êtes en train de faire est contre vos intérêts. Mais malheureusement, vous soutenez cela. Moïse, permets-moi d'être encore un peu plus loin. Le cas sénégalais est un cas particulièrement curieux. Pourquoi? Le premier président du Sénégal, qui fut M. Léopold Sédar Senghor, a toujours eu à prôner une politique axée sur l'universalisme, la politique de l'universalisme, qu'on peut découvrir dans tous ses écrits littéraires. De lui jusqu'à la présidence actuelle, tous les présidents qui ont présidé au Sénégal ont pratiquement opté pour la même pratique politique, ce qui donne une faiblesse généralisée à la classe politicienne sénégalaise. Pourquoi? Elle est trop souple. Moïse, cette souplesse ne vous encourage, ne vous avantage pas, parce que l'ennemi, la main étrangère qui s'ingère dans vos affaires publiques profite de cette souplesse pour vous opprimer, pour vous dominer. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le cas sénégalais, Moïse, je viens d'être vraiment plus convaincu que c'est une école qui sera difficile à mettre sur le vrai chemin du panafricanisme à cause de l'universalisme que Senghor a laissé comme héritage et que tous les autres présidents qui l'ont suivi ont défendu de près ou de loin. Alors, Monsieur Yemi de Souza, vous aussi, est-ce que vous doutez du panafricanisme de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, vu donc le début d'une gestion aussi douteuse, dont fait référence Monsieur Alès Mikafo? Oui, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement, oui? L'analyse que M. Alès vient de faire concernant cet héritage d'universalisme laissé par Senghor est vraiment présent. Et j'ai l'impression que c'est quand même paradoxal que c'est le même Sénégal qui nous avait donné Cheikh Anta Diop. Quelqu'un qui a vraiment démontré que nous, Africains, nous devons être Africains et rien d'autre. Quand bien même, on peut constater que Cheikh Anta Diop a épousé une femme blanche, mais c'est pas le sujet. Donc, cet universalisme, cet héritage, oui, c'est vrai que les Sénégalais sont c'est un peuple beaucoup trop assimilé d'ailleurs. Beaucoup trop assimilé. D'ailleurs, on estime que c'est la cellule administrative de la France, hein, du système France-africain en Afrique. Est-ce que vous voyez? C'est quand même dommage. Mais de là à douter du panafricanisme de Sonko, de Diomaye Faye, je ne vais pas franchir le pas. Toutefois, je constate que ils ont commis l'erreur de ne s'être pas rendus dans les pays de l'AES d'abord, avant de faire le tour des pays de la CEDEAO. Si tu rencontrer un chef d'État comme Ouattara, c'est une abomination en fait. C'est une abomination parce que tout le monde sait qui est Ouattara. Ouattara est un grand traître pour nous. Hein. S'il faut le rencontrer, peut-être il faut le rencontrer. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le jugez de cette manière aussi. Oui, sinon, il pouvait choisir d'aller, par exemple, dans un autre pays que donc ces pays précités. Le choix revient donc à l'équipe présidentielle donc de proposer et que le président se mette d'accord aussi. Ouais, c'est pourquoi je dis qu'il y a une erreur de leur part. Ils auraient dû ne pas se rendre premièrement en Côte d'Ivoire. Enfin, la Côte d'Ivoire était, je crois, troisième voyage. Hein. Mais il a rencontré le président gambien, mauritanien, pour le
président mauritanien pour des raisons liées au pétrole et gaz qui s'exploitent en commun, le président gambien pour le voisinage immédiat. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire, je ne vois pas pourquoi on doit se rendre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on doit se rendre en Côte d'Ivoire le dernier pour aller dire, puisque c'est lui le parrain de la France-Afrique aujourd'hui, pour lui dire, voilà, moi j'ai fait le tour des pays de l'AES, voilà ce que les Africains veulent. Au Sénégal, nous, on l'a pas fait avec l'armée. Et ailleurs, le peuple a imposé l'armée, en quelque sorte. Et au Sénégal, le peuple nous a imposé. Donc nous sommes dans la continuité d'un changement radical. Et aussi, j'ai entendu dire, j'ai entendu dire, j'ai pas eu des preuves, j'ai entendu dire que Joe Maïfa avait dit qu'ils vont pas rejoindre l'AES. Ok, ça c'est un non-événement, mais de là, encore une fois, je vais pas aller jusqu'à les soupçonner de ne pas être des panafricains. Vous savez, il est vrai aussi qu'il y en a qui prétendent être des panafricains, mais qui ne le sont pas, ça c'est vrai. Et il y en a qui, au fond, ne sont pas des panafricains, ne disent pas qu'ils sont des panafricains, mais ils posent des actes aussi qui vont dans le sens du panafricanisme, c'est-à-dire dans le sens de l'unité africaine retrouvée et dans le sens de ce que l'africanité soit avancée, soit mise devant. Moi, personnellement, je pense que pour que le panafricanisme puisse aboutir, il va falloir que dans chaque État chaque État de la colonisation, on puisse reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'abord. Et ensuite, les fédérer, bien les confédérer. Cet exemple, les Suisses l'ont fait, la Bolivie l'a fait, j'ai publié un document tout récemment sur ça, où en Bolivie, quand Evo Morales est arrivé au pouvoir, il a permis une modification constitutionnelle qui a fait que les peuples qu'on appelle les autochtones, ils ont acquis leurs droits, ils ont repris leurs droits. Et du coup, on a pu passer à la fédération ethnique. Il y a aussi un État en Afrique qui est l'Éthiopie, qui aussi a fait le fédéralisme ethnique. Sauf que quand on fait le fédéralisme ethnique et parallèlement à ça, on ne met pas en place ce qu'on appelle la péréquation financière. C'est-à-dire, on ne règle pas la question de la justice sociale, ça ne marche pas. C'est ce qui a fait que l'Éthiopie, qui depuis toujours a été une fédération ethnique, à cause de l'injustice économique, voilà, ce pays est plus ou moins stable. En revanche, il y a un pays en Afrique qui a fait la fédération ethnique, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est la Libye de Muammar Kadhafi, où il y avait une assemblée qu'on appelle l'Assemblée des oulémas, avec un président élu au niveau de l'Assemblée des oulémas, qui est le vrai président de la Libye. Kadhafi n'était que le chef de l'État. En comparaison, la reine d'Angleterre est le chef de l'État du Canada. Beaucoup de gens ne savent pas. La reine d'Angleterre, le chef de l'État de pays qu'on appelle Jamaïque. La reine d'Angleterre est chef de l'État de 18 États, y compris Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays. Alors, le chef de l'État de ces pays, mais ces pays, ils ont leur propre premier ministre et autres. Donc, bref, ça peut vous dire que le fédéralisme ethnique, c'est important. Bon, moi, quand j'entends les panafricanistes prôner le panafricanisme, mais en omettant de mettre l'accent sur le fait que, avant la colonisation, c'est le fédéralisme ethnique qui marchait en Afrique. C'est ce qui a fait qu'on a pu fédérer des millions de gens et il n'y a pas eu de problème de pauvreté, de misère. Pourquoi? Parce que, parallèlement au fédéralisme ethnique, il y avait aussi la justice sociale qui était au rendez-vous. Donc, le panafricanisme, sans l'approche du fédéralisme ethnique, il me semble que c'est faussé. C'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas condamner les Sonko et Joe Maïfa de ne pas être de vrais panafricanistes. Parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas l'information nécessaire concernant ce qu'on appelle effectivement le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la fédération des ethnies. Nous sommes sur Afro-Web TV, c'est encore une fois le temps pour nous et surtout pour la diaspora de donner également ses idées. Alors, d'autres pensent également par rapport à la réintégration des pays de l'AES dans la CEDEAO. Qu'en dites-vous, M. Alès Mikafo? Moïse, de loin, que toutes les personnes qui veulent l'avancement autonome de l'Afrique soutiennent l'AES. Si aujourd'hui, que ce soit M. Tiani, que ce soit M. Goïta ou M. Ibrahim Traoré, l'un d'entre eux commet l'erreur de faire un backup, un retour vers la CEDEAO, ce sera sa fin, ce sera leur fin. Eux-mêmes, ils sont conscients de ça, puisque aujourd'hui, leur pouvoir ne tient vraiment pas de l'autorité supérieure politique, mais leur pouvoir tient de l'autorité à la base, l'autorité du peuple. C'est dans ce sens que récemment, la semaine dernière, les Burkinabés ont eu la lucidité d'accorder 5 ans supplémentaires
à la transition de M. Ibrahim Traoré, il n'a pas été élu, il a été choisi par le peuple. C'est là où nous allons découvrir que juridiquement, l'Afrique est en train de connaître un nouveau système de gestion de la chose publique. Parce que ce qui s'est passé tout récemment au Burkina, je pense que c'est un cas d'école qui se développe dans toute l'Afrique, qui se veut vraiment autonome. Parce que les élections en Afrique ont toujours été disputées, ce qui crée toujours des contentieux électoraux. Ce qui vient de se passer au Burkina, moi je trouve ça plus loyal, plus juste, parce que c'est l'assentiment populaire, c'est le peuple qui a donné son pouvoir. L'une des raisons pour lesquelles ces trois messieurs, ils ne peuvent jamais commettre l'erreur de retourner à la CEDEAO. C'est plutôt certains présidents de la CEDEAO qui les soutiennent de façon tacite, parce que Moïse, on a aussi certaines informations. Il y a certains pays qui veulent rejoindre l'AES, mais qui n'ont pas encore ce courage de se prononcer. C'est les pays, des pays qui rejoindront l'AES et non l'AES qui doit faire un retour. C'est votre avis. Alors, Monsieur De Souza Yemi, dites-nous, selon vous, est-ce que ce sera le cas donc, du Sénégal de rejoindre l'AES ou bien de convaincre sur les pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO? Non, dans tous les cas, ce serait une haute trahison que les pays de l'AES reviennent à la CEDEAO. C'est quoi l'intérêt en fait? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intérêt à rejoindre la CEDEAO. Si vous rejoignez la CEDEAO, on va vous dicter des choses que vous ne voulez pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est une trahison. En revanche, les pays de la CEDEAO peuvent rejoindre l'AES. Et puis, voilà, en rejoignant l'AES, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et pour rejoindre l'AES, parce que les pays de l'AES, ils ont des caractéristiques. Ce qui est sûr, c'est que les peuples de la CEDEAO veulent rejoindre l'AES. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et je prends le cas du chef de l'État du Togo. Mais pourquoi il fait un pied dedans, un pied dehors? Pourquoi il fait? Parce qu'il sait très bien que il lit les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le peuple a pris la parole sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, le peuple a pris la parole. Il voit que le peuple, chez eux, veulent un changement radical. On veut finir avec un certain nombre de principes. Toutefois, je tiens à faire remarquer aussi que les pays de l'AES, ils sont en train de commettre aussi l'erreur de la stagnation. Ils ne vont pas vite. Et aussi longtemps qu'ils n'iront pas vite, ils vont laisser les gens derrière et le terrorisme va continuer. Le terrorisme continuera aussi longtemps qu'ils n'iront pas vite. Aller vite, c'est quoi? C'est soit ils vont battre monnaie. Les gens pensent que battre monnaie, c'est sorcier, c'est compliqué, il y aura inflation parce que les gens répètent des discours dominants ici, des discours qui font peur. Battre monnaie, c'est rien. Aujourd'hui, on a un signe qui permet d'échanger. On va imprimer ou bien créer notre signe. Parce que la monnaie, ce n'est pas que physique, c'est aussi électronique, c'est aussi, c'est pas, comme on dit, non physique. On va seulement créer notre signe. Le circuit économique et financier existe déjà. On va faire sortir le signe qui est là aujourd'hui, on remet le nouveau signe, mais on augmente la masse. On met en place un système de paiement, à tel point que quand tu travailles, tu es payé. Comme quand tu travailles, tu es payé, tu vas dépenser. L'autre aussi, tes dépenses feront forcément des recettes d'autres personnes. Et c'est ainsi que le pouvoir, le gouvernement, l'État, le pouvoir public, peut se financer par simple création monétaire. C'est-à-dire que il y a des besoins de construction des routes, des ponts, des logements, des écoles, des hôpitaux. OK. On dit de développement de l'agriculture. Une fois qu'on fait le budget, on demande, le Parlement du peuple va voter la loi et demander au banquier central d'imprimer l'argent, bien de créer l'argent. Pas acheter d'écriture aussi. Créer l'argent. On met ça à la disposition des banques économiques, des banques commerciales. Les agents économiques qui ont pris les parts de marché de l'État pour construire les routes, les ponts, les logements, les écoles, ils iront toucher cet argent-là. Comment on a déjà mis en place un système de paiement? Ça va seulement tourner entre des acteurs économiques. C'est pas tout l'argent que l'on gagne qu'on dépense. Donc, certainement que le système de paiement réglera la question de comment est-ce que l'argent va circuler. Et c'est comme ça qu'on va mettre des millions de gens en activité. Parce que la seule question qu'on va se poser est de savoir, pour construire
un tel nombre de bâtiments scolaires. Est-ce qu'il y a des gens pour le faire? Si la réponse est oui, on crée la monnaie pour les faire travailler. Et le travail de ces gens-là va donner de la valeur à la monnaie initialement créée à partir de rien. C'est ce que la Chine a fait. C'est ça. Donc, les pays de l'AES, pour le moment, ils ne le font pas. Et c'est un grand danger. C'est la raison pour laquelle le terrorisme continue. Le pire de tout ça, c'est que on maintient le franc CFA. Aussi longtemps que vous maintenez le franc CFA, la France va imprimer le franc CFA et va donner aux gens qui sont en chômage. Va les occuper. Quelque part, je suis désolé de le dire comme ça, le terrorisme dans le Sahel contribue à l'économie, malheureusement. C'est de cette manière qu'on contribue aussi à l'économie, parce que la France veut déstabiliser ces pays et est obligée d'augmenter la masse monétaire, comme j'ai donné à ces personnes, ces terroristes. On les fait utiliser les motos, les payer de carburant, tout ça, ils mangent, tout ça. Donc ça contribue quelque part à l'économie. Les États de l'AES peuvent faire eux-mêmes, mais de façon plus, enfin, sans qu'il y ait des morts, quoi. Hein? Sans qu'il y ait des morts. Ça manque toujours. Moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup discuté, mais ça manque toujours parce qu'il y a des économies qui sont tapées dans l'ombre au niveau de ces trois présidences qui les font croire que s'ils créent la monnaie, ils vont connaître l'inflation. Or, l'inflation, ça n'a jamais été l'abondance de liquidité dans l'économie. Jamais. S'il y a un économiste qui le dit, on n'a qu'à m'apporter cet économiste. On va montrer les données. L'inflation n'a jamais été l'abondance de liquidité dans l'économie. Mais plutôt, c'est la rareté des biens achetés. C'est quand les biens sont rares que le prix augmente. Si les biens ne sont pas rares, les prix n'augmentent pas. Et pour finir, je tiens aussi à rappeler que, contrairement à ce que les gens pensent, quand le peuple travaille, il veut manger. Il veut manger. Moi, je me rappelle que quand on était gamin, on voit que quand les gens font les dalles, par exemple, moi-même, j'ai construit une petite maison au Togo avant de quitter. Pour daller, qu'est-ce qu'on a fourni? On a payé les gens, mais on a cherché haricots, gari, et puis huile rouge. C'est pour dire que quand les gens mangent, ils travaillent, c'est tout. Donc tout ce que ces pays ont à faire, c'est de développer l'agriculture en premier, et puis mettre en place un système de santé, puisque les gens vont travailler, il faut les soigner, un système de santé étatique, et puis voilà. On crée la monnaie, on met en place un système de paiement, et puis le tour est joué. Aussi longtemps que ces pays de l'AES ne le feront pas, ils ne seront pas non plus à l'abri du terrorisme et autres. C'est ce que j'aimerais quand même ajouter à la question que vous m'avez posée. La transition est très bien trouvée par rapport à l'économie, vu que vous êtes un chercheur en économie. Alors, disons en quelques mots aussi par rapport à l'économie donc de ces États du pays du Sahel. Dites-nous, est-ce que avec leur collaboration avec le Sénégal, quelle pourra être donc l'influence déjà sur ou une ouverture en matière d'économie selon vous, Monsieur Alex? Moïse, et ce serait utilement bénéfique pour le Sénégal et l'AES de former un seul bloc. L'utilité là est relative à quoi? D'abord, les trois pays de l'AES sont des pays enclavés, tandis que le pays Sénégal a une ouverture maritime. Donc du coup, ça fera davantage que les exportations et les importations de l'AES avec le reste du monde seraient davantage plus fluides que de passer par les ports de Lomé, éventuellement les ports de Cotonou et les ports de Lagos, les ports de Tema. Aujourd'hui, le Sénégal a un réel intérêt à s'allier à l'AES. C'est le souhait de la plupart des Africains. Et il faut que les autorités sénégalaises actuelles fassent l'effort de consulter la base. À cette base, je vais faire référence au renseignement sénégalais. Il ne faut pas se fier à ce renseignement placé par la France au Sénégal. Nous avons besoin du renseignement africain qui pense exclusivement à l'intérêt primaire de l'Afrique. Les Sénégalais, nos deux dirigeants du Sénégal actuel, ont vraiment besoin de ça. Partir de ce principe, parce qu'une erreur commise est rattrapable. La diplomatie, ils peuvent faire une diplomatie objective.
rapprocher mieux l'AES pour remettre la pendule à l'heure. Parce que nous ne sommes qu'à leur début. La fin est plus utile. Pourquoi? Et ils ne sont quand même pas à la fin de leur mandat. Et l'AES, si tu vois la façon dont j'ai vu Diomaye Faye à côté de M. Goïta et Diomaye Faye à côté de M. Traoré, c'est comme lui-même Diomaye Faye est gêné. Ça, c'est votre lecture. C'est ma lecture et c'est la lecture. Moïse, et comment le dit-on? L'expression du visage est très importante aussi dans la communication. Par exemple, je peux sourire, mais je pense à autre chose carrément où je ne souris pas en vérité. Vous voyez, par exemple, c'est un cas d'espèce. Ta posture peut décrire à peu près, avec exactitude, ce que tu ressens. Oui, parce que j'ai suivi les discours de M. Diomaye Faye dans les deux pays, le Burkina et le Mali. Dans l'un des pays, on lui a posé la question, est-ce que le Sénégal rejoindra l'AES? Il a eu le culot simple de dire que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Si cette question n'est pas à l'ordre du jour, pourquoi rend-il visite au chef de l'AES? Vient-il les ausculter? Vient-il les... Peut-être qu'il ne veut pas en parler. Vient-il les espionner afin d'aller faire un rapport à son maître Macron? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça doit être le cas. Allons-y très rapidement. Moïse, j'assume ce que je dis, ne m'interromps pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette question que tu viens de me poser, le Sénégal a plus à gagner avec l'AES que de trahir le combat actuel. Parce que c'est la jeunesse qui est au pouvoir. Je parle de M. Diomaye Faye et de M. Sonko. C'est la jeunesse. Il ne faut pas qu'ils trahissent l'Afrique. Merci. Ce sera donc la dernière ligne droite de notre émission. Alors, quelques minutes, juste 2 minutes pour conclure. Vous voulez être conseiller du président Foreso Zimna Nyasigbe, monsieur de Souza Yemi. C'est ça. Vous l'avez dit vous-même dans cette émission. Dites-nous concrètement, si on vous donnait l'opportunité de conseiller donc Diomaye Faye, le président sénégalais et les autres présidents de l'Est, que direz-vous en termes de conclusion en 1 minute? Le conseil, le conseil, c'est qui doit régler la question monétaire et économique. S'il ne règle pas la question monétaire et économique, ils n'iront nulle part. Moi, je mets à défi ces chefs d'État. S'ils ne règlent pas la question monétaire, s'ils ne règlent pas la question économique, ils n'iront nulle part. La dernière fois, je suis avec quelqu'un et il me pose la question, il me disait le financement étranger en Afrique. Alors, je lui ai retourné la question, au fait. Dans quelle unité monétaire il faut-il investir en Afrique? Il n'a pas répondu. Parce que les gens ne savent pas que pour ce qu'on appelle l'investissement étranger, c'est une absurdité, une totale aberration. Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut venir investir une monnaie étrangère sur votre territoire? Ou est-ce que cette monnaie a coût légal ou bien coût forcé? Ça n'existe pas. Mais pourtant, on nous a habitués à ça. Donc, pour finir, je dis qu'un pays comme le Niger, qui vend son pétrole aujourd'hui aux Chinois, mais qui n'a pas de raffinerie, c'est une aberration. En 1969, Gaddafi est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi j'ai du pétrole, comme c'est dans le sous-sol là, ça ne va pas périmer, c'est pas tomate, ce n'est pas des œufs, ça ne va pas périmer. Si vous ne pouvez pas me donner de raffinerie tout de suite là, moi je vous donne plus de pétrole. La Libye, l'Italie et la Suisse se sont portés tout de suite. Ils ont donné raffinerie à Gaddafi. Et Gaddafi a eu raffinerie. En plus de ça, il dit, mais moi, mon pétrole, je ne vous le donne que si vous m'apportez un certain nombre de trucs. Moi, j'ai besoin de la technologie pour aller chercher l'eau sous le sol. Et j'ai besoin de transformer une partie de mon désert en terre agricole. Il va voir le Maroc, il dit, vous avez du phosphate. J'en ai besoin, vous avez besoin du pétrole, je vais vous échanger. Pétrole contre phosphate. Et il a pris phosphate. Il a pris technologie pour aller chercher l'eau sous le sol chez les Italiens. Et le phosphate qu'il a pris chez les Marocains, il a transformé une bonne partie de son désert et il produit tout ce qu'ils peuvent manger. Il a été sous embargo plus de 2 décennies. 2 décennies sous embargo. Mais c'est ce Gaddafi qui traverse l'Afrique en distribuant du dollar. Donc, c'est pour vous dire que il y a une question essentielle qui doit être faite, qui doit être résolue. Les chefs d'État ne le font pas parce qu'ils sont pris en otage. Ça, au moins,
ce rôle qu'on est. Ils sont pris en otage par des économistes véreux, très dangereux. Les pires criminels aujourd'hui en Afrique sont des économistes qui conseillent nos chefs d'État. Eux tous, sans exception, eux tous. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, virez les économistes, vos conseils économiques. Écoutez-moi, écoutez, professeur Nicolas Bougou, écoutez-nous. Nous avons un plan cohérent, concret. La monnaie, c'est rien du tout. C'est une convention sociale. Aussi longtemps que les peuples qui vont l'utiliser sont d'accord, vous pouvez tout changer. Parce qu'avec la monnaie, vous pouvez faire travailler les gens. Si vous donnez l'argent à quelqu'un, il travaille. Donc, aussi longtemps qu'ils ne vont pas régler la question monétaire économique, ils vont échouer. Eux tous, comme ils échouent déjà. Merci Monsieur de Souza-Yemi pour votre analyse. Alors, votre conclusion pour cette dernière question, Monsieur Alès Mikafo. Moïse, pour conclure cette partie, j'exhorte personnellement les chefs d'État africains à être à l'écoute de leur population. Parce que ces populations expriment les besoins élémentaires qui font défaut. Et c'est humiliant pour les êtres humains. Et parlant de l'AES, les 3 pays de l'AES, que ce soit le Niger, le Burkina et le Mali, c'est des pays qui ont des exploitations aurifères. Ils ont de l'or, ils ont d'autres matières premières minérales. Il faut que les pays de l'AES parviennent à mettre en œuvre ces matières premières minérales pour battre monnaie. Qu'ils fassent l'effort de lever une armée forte qui va défendre l'intégrité territoriale de l'AES. Et pour finir, il faut qu'ils fassent aussi l'effort d'être très aptes parce que leur déstabilisation peut éventuellement venir de leurs voisins directs qui ne partagent pas les mêmes points de vue qu'eux. Parce que ces voisins préfèrent encore s'incliner sous les fouets du maître impérialiste que conçut aujourd'hui la France précisément. Merci Monsieur Mikafo Alès d'être avec nous aujourd'hui pour notre émission. En attendant donc de demander une faveur à Monsieur de Souza de rabaisser dans sa caméra pour le beau cadrage donc de cette émission, surtout de sa caméra pour une bonne visibilité. On va faire une pause pour lui permettre de se ressourcer. On revient juste après. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web